Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Radio Action Jeune. Salut Enzo. Salut Benoît, salut à tous. Voici les titres de cette 14e édition du Journal des Jeunes. Nous sommes le 8 mars. En ce vendredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui marque aussi le scellement de la liberté garantie de l'IVG dans la Constitution. Une cérémonie qui a eu lieu ce midi, c'est notre rubrique à la une. Dans notre rubrique Et dans le monde, nous nous pencherons sur le Super Tuesday aux États-Unis pour l'élection présidentielle qui aura lieu le 5 novembre prochain. Et puis nous célébrerons un anniversaire en ce vendredi 8 mars, les 50 ans de l'aéroport international Charles de Gaulle, l'occasion de revenir sur cette aventure française de l'aviation. Lana Gray est venue à la MJC de Bolbec le 1er mars pour un concert de jazz et Mélanie a pu faire une interview. L'interview des jeunes avec comme invité aujourd'hui Thomas Louise, le chanteur havrais de la formation Un costard pour deux et le costard raccroche pour qu'autre chose naisse. On en parle avec lui. Enfin, nous avons appris la mort ce matin du célèbre créateur de manga Dragon Ball, Akira Toriyama. L'occasion pour Tom de revenir dans sa carte blanche sur son parcours et ce manga indémodable. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tu l'as dit, ce vendredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et cette année est une année particulière. Par 780 voix pour contre 72, les parlementaires réunis en congrès à Versailles lundi ont adopté la révision constitutionnelle visant à protéger la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, plus connue sous le nom de l'IVG. Et ce 8 mars, jour de la journée internationale des droits des femmes, la Constitution portant ce droit a été scellée lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. On l'a appris ce matin, les agriculteurs sont prêts à reprendre du service. Et oui, une semaine après le salon de l'agriculture, Jérôme Bail, figure du mouvement de colère des agriculteurs, a mis une nouvelle fois la pression sur l'exécutif. On est prêt à faire une grève de la livraison de nos produits, a-t-il déclaré. En cause, pour les agriculteurs mécontents, des contrôles imposés par l'État jugés abusifs. Plusieurs ont dessiné des lignes rouges autour de leurs exploitations en signe de protestation. Aujourd'hui, les agriculteurs français sont sûrement plus surveillés que les fichiers S, va jusqu'à affirmer Jérôme Bail, affaire à suivre. Place maintenant à notre rubrique Et dans le monde et on se penche sur le Super Tuesday qui a eu lieu aux États-Unis. Et pour la France, ce Super Tuesday 2024 a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. C'est à cette occasion que le plus d'États sont appelés à désigner les candidats des camps républicains et démocrates. Donald Trump et Joe Biden sont sans surprise sortis vainqueurs. Le match retour entre les deux hommes se rapproche et côté républicain, Donald Trump a maintenant le champ libre puisque sa dernière rivale Nikki Haley a jeté l'éponge malgré sa victoire dans le Vermont. Côté démocrate, Joe Biden, qui ne faisait face à aucune opposition sérieuse, remporte tous les États en jeu. Et là, il y aura un peu plus de suspense puisqu'un homme disparu depuis 2014 a été retrouvé mort ce mercredi dans les Yvelines. Et l'affaire en question date du 8 novembre 2014. Ce jour-là, un homme a signalé la disparition de son frère, dont il est sans nouvelles depuis 4 jours. Ce dernier devait dîner avec sa compagne mais n'est jamais arrivé au rendez-vous. Son téléphone portable a cessé d'émettre 4 jours avant en début de soirée. Dès le début, l'enquête démontre que les 3 dernières personnes à avoir vu le disparu ont été embauchées au noir par celui-ci pour faire des travaux dans sa villa en construction. En audition, ces 3 personnes évoquent alors le caractère violent et colérique de leur patron dont ils n'ont perçu aucun salaire depuis plusieurs mois. Mais l'enquête ne va pas plus loin. En 2023, l'enquête est réouverte et un élément serait déterminant. La famille du disparu remet aux enquêteurs de la police judiciaire du Val d'Oise un téléphone censé appartenir à la victime. Les 3 ouvriers sont passés aux aveux et ont été écroués. Des recherches effectuées dans le bois du Ménil-le-Roi ont duré près de 4 jours. Le corps a été retrouvé recouvert de chaux. Ils ont donné des indications pour retrouver le corps de la victime. Un anniversaire maintenant, celui de l'aéroport Charles de Gaulle qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Et un cap historique pour ce site qui a vu la légende de l'aviation s'écrire sous ses yeux. Il avait été ouvert le 8 mars 1974. Au cours des 50 dernières années, l'aéroport situé à Roissy dans le Val d'Oise a été un acteur et un spectateur essentiel du développement de l'aviation, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Le premier appareil commercial de son histoire était un Boeing 747, le premier d'une très longue série. Malgré le retrait du Concorde de la circulation, l'aéroport de Roissy a vu de nombreux avions de prestige
passer par son tarmac en allant du Boeing 737 à l'Airbus A380, le plus grand avion du monde. Événement à la MJC vendredi dernier avec un concert de Lana Gray. Donc, pour nous, Mélanie a eu la chance de la rencontrer. Écoutez. La MJC a pu faire le bonheur des fans de jazz avec la venue de Lana Gray. Et j'ai pu avoir une rencontre pour pouvoir lui poser quelques questions. Alors, avant d'écouter sa jolie voix, je vais vous parler de cette chanteuse qui a déjà plus de 10 ans de carrière. Lana Gray est une femme avec de nombreuses origines dont elle aime nous les transmettre dans ses textes. Vietnamienne, italienne, africaine, corse et britannique. Et oui, elle en est très fière. Dans sa voix, elle aime entremêler chacune de ses cultures. En 2015, Lana Gray joue avec Philip Powell qui l'accompagne au piano, le batteur Thomas Taylor et Patrick Lacroche à la contrebasse. Le public aime tellement son style que cela va créer 3 ans plus tard un premier EP de standard, Introduction Lana Gray Quartet. Maintenant, qui de mieux que Lana Gray qui peut nous expliquer son parcours en quelques mots? Alors, mon parcours, ça fait 10 ans que je me produis dans les clubs de jazz parisiens, dans différentes structures. Et j'ai développé un amour pour le jazz, pour la composition. Depuis ces 10 ans, en fait, je travaille sur des compositions. Bien sûr, je chante des standards. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la liberté d'écrire des mélodies et des textes. Je me suis permis de lui demander quelques moments dans sa carrière qui lui avaient le plus marqué. D'après vous, lesquels? Alors, c'est la première fois où je suis montée sur scène avec Philip Baden-Powell. Magnifique pianiste. Et c'était très impressionnant et c'était un très beau concert. Lana aime son public et veut toujours lui apporter de la joie. Alors, j'ai envie de découvrir ce qu'ils vont nous faire écouter, puisque c'est une jam aussi. Et ce concert, je vais leur présenter mes compositions. Il y aura aussi des standards, mais les compositions, elles me tiennent à cœur. C'est comme des enfants, en fait. Des mélodies, de l'harmonie, enfin voilà. Vous me connaissez, j'adore cette question. Et en un mot, elle a pu nous décrire sa musique et surtout pourquoi. Alors, c'est une musique, je dirais, un peu cosmopolite qui me ressemble, métissée. Un jazz qui est plutôt latin, mais en même temps qui va chercher des influences un peu partout, puisque j'ai différentes origines. Et voilà, c'est une musique gaie et triste, parce que j'aime bien la gaieté et la tristesse, les mélanger, un peu comme le font les Brésiliens dans leur musique. Encore merci à Lana Gray d'avoir pu répondre à ces quelques questions plein de positifs à cette chanteuse que j'ai pu entendre et découvrir. Elle a beaucoup de talent. Et on remercie Mélanie pour cette interview. On reste à Bolbec, on vous en avait déjà parlé, l'opération Hand for Elle a bien eu lieu au collège Roncherolles. Les filles de 6e étaient en effet mobilisées pour participer à une journée autour du handball. Toutes les équipes qui avaient des noms aussi variés que les stars, les majorettes, les winners et les starlettes, ont donc envahi les terrains. Alexandre Dargent, professeur d'EPS du collège, a rencontré un des partenaires, Johan Lefebvre, entraîneur au RC Bolbec. Ça fait 3 ans qu'on intervient sur la classe option sport. Et en fait, avec les profs, donc Madame Tournier et Monsieur Dupuis, on a eu l'idée, avec aussi un projet fédération qui s'appelait Hand pour Elle, de créer ce tournoi pour valoriser le sport féminin à travers le handball. Et nous, en partenariat aussi avec eux, on leur propose une journée, une soirée plutôt, d'aller voir un match de haut niveau, donc la D2 du HAC chaque année. Il y a entre 50 et 60 élèves qui vont participer à cet événement. On en discute chaque année parce que nous, on a à cœur de venir aussi rencontrer les élèves sur le terrain. Et chaque année aussi, les 5e participent au tournoi qu'on propose, où le club, c'est lui qui le propose entièrement, en relation aussi avec des écoles primaires, ce qui permet de créer aussi le lien entre le cycle 3, du coup,
les écoles et le collège. Les écoles, les CM2 qui peuvent voir aussi des 6e, des 5e pour l'année d'après. Et qu'on se le dise, les retombées sont réelles avec davantage d'inscriptions féminines dans les rangs du RCB. Mais pour ce rendez-vous, il y avait aussi les élèves de 5e qui complétaient l'organisation. Pierre, Luciane, Gabin, Léonie, Anaël et Adrien. Ils avaient tous un rôle bien précis. Moi, je suis coach et mon but, c'est que mon équipe elle évolue tout au long de la journée. Moi, je gère les ateliers. D'accord. Donc, dès que les filles ne jouent pas sur le terrain, ils viennent à l'atelier et ils jouent. Ils essaient de faire tomber les plots en marquant des points. Non, je suis à la table. Le but, c'est que les arbitres viennent me donner le résultat, je note, et à la fin, on fait un classement pour la journée de cet après-midi. Moi, je suis à la table de marque et mon rôle, c'est de marquer les scores de chaque équipe et de faire un classement à la fin de la journée. Moi, je suis coach, c'est-à-dire j'encourage les filles à gagner, par exemple, et à leur donner des conseils. Moi aussi, je suis coach. J'encourage forcément les filles, hein. Mais je suis pas forcément là que pour gagner. Il faut aussi s'amuser, il faut bien jouer et tout ça. D'accord. Même si des fois ça peut être compliqué, on perd, on gagne, ok, c'est cool, mais il faut juste jouer. Et l'opération reviendra bien évidemment l'an prochain. La minute mécanique de Tom à présent. Bonjour Tom, tu nous parles du Grand Prix d'Arabie Saoudite. La F1 est repartie à toute vitesse en 2024. Après une semaine après la première manche de la saison à Bahreïn, remportée par Verstappen, le paddock se rend à Jeddah pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite du 7 mars au 9 mars, deuxième Grand Prix du championnat. Écrit dans le calendrier de Formule 1 en 2021, le circuit de la Corniche qui se situe à Jeddah est l'un des tracés urbains les plus rapides de la saison, avec de longues lignes droites, des nombreuses courbes rapides. Le tracé de 6,174 km est également le deuxième plus long du calendrier après Spa-Francorchamps, situé en Belgique. À l'instar de Bahreïn, la course se déroulera exclusivement de nuit. Max Verstappen est favori après sa victoire à Bahreïn lors de son premier Grand Prix. Merci Tom. C'est l'heure de l'interview des jeunes. Benoît, qui recevons-nous dans notre 14e édition ? Notre invité ce 8 mars, c'est Thomas Louise. Il est chanteur du groupe Havrais, un costard pour deux. Mais le costard, c'est bientôt terminé avec un ultime concert au Tadam Théâtre au Havre le 23 mars. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors, pour rappeler un peu ce qu'est un costard pour deux, c'est quand même 20 ans de chansons françaises, bercées par Souchon, Alain Leprest, avec un amour prononcé, des lignes mélodiques fines, le tout servi par une musique généralement acoustique. Pourquoi avoir choisi de raccrocher le costard ? Eh bien, parce que 20 ans, c'est commence à être une longue histoire. On va dire que c'est un peu comme un vieux couple. Et que les gens qui nous connaissent au Havre, ailleurs aussi, mais essentiellement le public havrais, se représentent un costard pour deux avec une certaine idée de ce que c'est musicalement. Effectivement, comme tu l'as dit, avec voilà, cette chanson française, et que mon souhait artistique au fur et à mesure du temps et des années, particulièrement ces derniers mois et ces dernières années, c'était d'aller vers une musicalité différente, une musique plus folk rock, avec des arrangements aussi plus électro, et que je trouvais que ça collerait pas bien avec l'histoire d'un costard pour deux, et que j'avais envie de tourner une page, changer de nom pour officialiser complètement autre chose, se sentir libre en fait, avec un nouveau projet, un nouveau nom, d'écrire complètement une nouvelle page musicale, même si ça reste mon écriture de chansons françaises, voilà. Quand est né ce groupe ? Alors, ce groupe est né il y a pile 20 ans. Donc, il y a pile 20 ans en termes de scène, d'activité sur scène, puisqu'on a fait notre premier concert en 2004, en février 2004. Alors, je n'arrive pas à retrouver la date, j'ai cherché, mais je n'arrive pas à retrouver. Aux Yeux d'Elsa, qui était une bouquinerie café-concert avant rue d'Étretat au Havre, qui existe toujours, mais qui est cours de la République maintenant. Voilà, moi j'avais commencé à écrire des chansons depuis quelques années, 2-3 ans, et puis j'ai rencontré un copain guitariste qui s'appelait tout simplement Manu Costard, et c'est comme ça que nous avons baptisé le groupe Un Costard pour deux.
Et puis voilà, on a répété comme ça 2-3 ans, et puis un pote nous a dit un jour qu'il organisait un concert pour l'UNICEF après le tsunami en Asie, et il nous a dit bah voilà, je vous ai programmé pour jouer, et on a dit bon bah ok, et on a continué pendant 20 ans. Tom avait une question à te poser. Oui. Vous êtes le leader de ce groupe de musique ? Oui, alors j'aime pas trop l'expression leader. Ça fait un petit peu leader politique qui manipule les foules. Mais oui, on va dire ça comme ça, c'est comme ça qu'on dit effectivement. Habituellement, c'est-à-dire que c'est mon projet à la base, quoi. C'est-à-dire que j'ai moi commencé à écrire des chansons tout seul dans ma chambre étudiante avec ma guitare. Et puis j'ai, comme je l'ai dit juste là avant, et puis j'ai rencontré un guitariste qui est devenu un copain. Et on a démarré comme ça un projet de scène qui s'est appelé Un costard pour deux parce que en plus à l'époque j'étais quand même très timide et que j'aurais pas osé monter sur scène en m'appelant par mon vrai nom. Donc il me fallait un nom de groupe pour me planquer un peu. Et voilà, et puis le nom est resté pendant 20 ans. Mais oui, c'est mon projet, oui. Pour autant, ce costard-là, il a eu plusieurs looks, parce que tu n'es pas toujours resté avec les mêmes musiciens. Ouais, absolument. Il a eu plusieurs saisons, avec plusieurs saisons, plusieurs habits, selon automne-hiver, printemps-été, de tous les ans. Oui, parce que l'histoire a fait que j'ai changé plusieurs fois de musicien pour des raisons très différentes. Manu Costard, à l'origine, lui, était un amateur, comme moi je l'ai été. J'ai été professionnel très peu de temps. Et à un moment donné, est parti à Fougères, en Bretagne. Et puis, il y avait plus de concerts et il ne pouvait plus faire tous les concerts parce que dans l'organisation, avec son travail, il ne pouvait plus. Après, j'ai rencontré une clarinettiste qui venait de Paris, qui avait fait des études le conservatoire de clarinette, mais qui se destinait à devenir prof. Et puis, quand elle est devenue prof, elle n'avait plus le temps non plus. Et ainsi de suite, quoi. Et au total, il y a dû y avoir jusqu'à une vingtaine de musiciens différents qui ont joué avec moi dans Un costard pour deux, qui sont sur les affiches de concert, et voilà. Jusqu'au dernier présent dans cette salle, qui n'est autre que Benoît Toulorge, présent à vos côtés. On en parlait avec Benoît, avec Benoît de la fin de ce groupe. Ouais. Il y a quoi après ? Alors après, il y a un nouveau projet qui va s'appeler Clair Obscur. Qui est toujours mes textes écrits en français, mais moins musicalement, moins de la chanson, on va dire variété telle que les gens l'entendent classiquement. Voilà. Voilà, ça sera surtout autour des arrangements musicaux des morceaux, où il y aura, comme je l'ai dit, des sonorités plus folk, plus rock, plus électro. Et moins chansons classiques, même si chansons classiques, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, mais disons que les gens se représentent un peu ce que c'est la chanson classique, quoi. Voilà. Et on va travailler ça. Donc on va faire une petite pause de concert, pas longtemps, quelques mois juste, pour préparer ce nouveau set. Alors avec des morceaux qui existent déjà dans le set actuel d'Un costard pour deux, mais qu'on est déjà en train d'essayer de bidouiller. Qui vont évoluer. Voilà. Et puis des nouveaux qui sont pas encore dans le set, quand même un certain nombre de nouveaux, pas loin de 5-6 titres nouveaux. Et voilà. Avec le but d'essayer de commencer à présenter ça à l'automne prochain. Voilà. Est-ce que y a un côté volontairement un peu provocateur dans ma question, mais est-ce que le fait de repartir vers des sonorités, tu le disais, un peu plus électro, un peu plus folk rock, c'était parce qu'il y avait un besoin peut-être de remettre le groupe un peu plus à la page de la musique moderne, ou c'était vraiment ton évolution musicale personnelle ? C'est les deux, mon capitaine. Oui, absolument. C'est vrai que voilà, on est toujours, ce qui est normal, on est influencé par ce qui se passe dans la musique, comment la musique évolue, et singulièrement, effectivement, comment la chanson française évolue ces dernières années. Et moi, il y a plein de choses, plein de projets qui sortent que j'aime vraiment beaucoup. Je pense La Tour
tout récemment parce qu'ils ont été un peu à la une en faisant l'interprétation de l'affiche rouge de Ferré pour la panthéonisation de Missak Manoukian au groupe Feu Chatterton. Mais d'autres, je dis eux comme ça, Zao de Sagazan, en ce moment, ceux dont on parle beaucoup, mais il y en a plein dont on parle pas beaucoup, que j'écoute beaucoup parce que j'écoute énormément de choses qui se passent dans la chanson, parce que je suis passionné de chansons. Et effectivement, Alex Baupin, Albin de la Simone, qui régénère un peu ce qu'est la chanson française, et notamment, surtout sur l'aspect musical et surtout sur les arrangements musicaux. Et voilà, oui, c'est sûrement ça qui m'a donné envie de dire, voilà, je voudrais bien un peu... Il y a eu par exemple plusieurs années, 3-4 ans, où j'ai tourné avec un accordéoniste. J'adorais ça, moi j'adore l'accordéon. Et c'est pas que Yvette Horner. Voilà, il était super bon, etc. Et je suis très bon public, j'aime bien plein de choses. C'est-à-dire qu'on me présente un super accordéoniste, je dis ok, je prends. On me présente un super violoniste, je dis ok, je prends. Et voilà. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte, c'est super l'accordéon, mais ça renvoie à quelque chose quand même de très un peu vieille chanson, etc. quoi. Voilà, il y avait un autre truc dans... Est-ce que c'est... Une volonté finalement peut-être de remettre un peu le costard à la page, quoi. Oui, voilà. Et du coup, effectivement, j'ai pu avoir des retours pas tellement dans le public, en fait, parce qu'il y a un vrai public qui aime la chanson française classique. Mais par contre, dans les professionnels du secteur culturel, au Havre notamment, pour qui un costard pour deux, voilà, justement, c'était un peu connoté, vieille chanson, etc., quoi. Et c'est dommage parce que du coup, peut-être qu'ils écoutent moins bien ce que je raconte, ce que je chante, les textes aussi qui pour moi sont fondamentaux, parce que c'est l'essence de mon projet. Parce que la musique leur fait penser que c'est un truc un peu vieillot, etc. Tom ? Vous êtes combien dans ce groupe ? Nous sommes 4. Et donc ? Oui. Qui sont les 4 ? Ah ben voilà. Alors nous sommes nouvellement 4. Hein. Donc il y a moi. Chanteur, de temps en temps guitariste. Je voudrais ne plus l'être, mais certaines personnes que je ne citerai pas ici m'incitent à continuer à l'être. Il y a une autre personne présente dans cette salle, donc ce n'est autre que Benoît Toulorge, qui sait à peu près tout faire, hein, c'est-à-dire qu'il est bassiste, clavier, guitariste, il peut aussi taper à la casserole de temps en temps. Et puis récemment, nous avons aussi démarré avec un batteur, Clément Barret, que nous saluons, et avec un autre guitariste, Samuel Samagassi, que nous saluons également. Voilà. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que tu écris. Parce que, bon, maintenant, tout le monde aura compris qu'on se connaît. Tu fallait pas le dire. Non, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. En fait, tu as souvent des textes qui sont empreints de tristesse, qui abordent des sujets parfois durs, comme par exemple les personnes déshéritées, on va dire, non pas déshéritées, mais qui ont besoin d'aide. Ça peut être aussi des pages un petit peu personnelles, un peu douloureuses. Ça s'aventure souvent du côté du souvenir. Est-ce que j'ai bon si j'ai cette interprétation-là de tes textes ? Ouais, t'as tout bon. Oui, c'est vrai que depuis toujours, depuis que j'ai commencé à écrire, je crois qu'il faut avouer que je suis quelqu'un de profondément nostalgique, hein. Alors ça peut faire vieux con, mais comme je le suis depuis que j'ai 18 ans, voilà, c'est pas que je suis devenu vieux con, c'est que je l'ai toujours été, quoi. Mais c'est pas de la nostalgie pour dire c'était mieux avant, c'est de la nostalgie pour dire je me souviens des choses passées. Voilà, je me souviens de ce que j'ai vécu, je me souviens des choses passées. Ça, c'est le premier plan pour répondre à la question. D'ailleurs, tu parles parfois de choses positives, comme dans ta chanson Les Petits Pas, on sent que ce sont des bons souvenirs. Oui, tout à fait. C'est pas pour regretter le temps passé, c'est pas pour dire que c'était pas bien, etc. Et puis la deuxième chose, oui, c'est la question du monde qui nous entoure, de la société, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a influencé dans la chanson française, c'est la chanson humaniste, la chanson sociale, c'est Souchon, c'est Anne Sylvestre, c'est Renaud. Voilà, en gros, c'est pas de parler de son nombril perso, chacun en a un, il est en général pas très intéressant. Donc voilà, on vit dans un monde qui, lui, a des soubresauts, etc. Et
parler un peu de ces gens aussi dont on parle pas beaucoup. Voilà, un peu la figure de l'anti-héros, quoi. C'est-à-dire de la personne au RSA qui a du mal à boucler les fins de mois. Dernièrement, j'en ai fait une sur meilleur second rôle, qui raconte l'histoire d'un type qui aurait été toujours un comédien de second rôle dans des films toute sa vie, en fait, et que personne n'aurait jamais reconnu. Qui a toujours été présent, en fait, sur les affiches, toujours été là, mais lui, on se souvient jamais de lui, quoi. Voilà. Ça m'intéresse plus que de parler d'une star, quoi. Voilà. D'où viennent les textes? Où est-ce que tu trouves l'inspiration? Je n'en sais rien. Strictement rien. Je sais pas. C'est comme ça. C'est des... Non, je sais pas. Alors, parfois j'ai dans l'idée que je voudrais écrire sur tel thème. Pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Je me dis, tiens, il faudrait écrire sur ça. Et puis un jour, ça vient. Parfois, c'est des trucs très très cool. Bon, je vais citer un exemple qui est drôle. Donc, j'ai écrit une chanson sur François Bayrou. Voilà. Alors, je ne suis pas du tout un fan de François Bayrou. Voilà, je ne suis pas un militant politique de François Bayrou, pas du tout. C'est pas mon bord. Mais j'ai toujours trouvé que ce garçon, alors c'est un peu ironique, je me moque un peu de lui, hein, mais ce type qui depuis des années, des dizaines d'années, essaie de devenir président de la République et qui n'y arrive jamais, qui finit toujours 3e, je trouve qu'à force, ça force le respect et que c'est mignon. Et donc, je voulais faire un truc à la fois un peu tendre et un peu moqueur, sur comme ça un peu une figure de loser, quoi. Le type, il essaye, puis il n'y arrive jamais, quoi. Et j'ai trouvé une rime qui s'est appelée, mais alors me demandez pas pourquoi, qui s'appelle Manger des caramels mous avec François Bayrou. Enfin, c'est Bayrou mou, quoi. Bayrou mou, puis ça rimait. Et je me suis dit, ça fait un refrain de chanson, il faut que j'arrive à faire un truc autour. Bon, j'ai cherché pendant 3 ans un truc qui tournait autour de la chanson, parce que j'avais que ça. Et le seul intérêt de la chanson, c'est que cette phrase, en fait. Hein. Le reste n'est pas très intéressant. Et bah voilà, bon, bah pourquoi ça m'est venu, Manger des caramels ? Je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. Après, voilà, j'ai fait une chanson sur Le Havre dès le début, parce que je venais de quitter ma ville pour aller vivre à Paris, et que ma ville me manquait terriblement, parce que je suis un fou amoureux de ma ville. Et donc là, ça m'est venu spontanément, comme un manque, quoi. J'avais besoin de parler à ma ville. Voilà, je cite 2-3 exemples comme ça. Et c'est un peu saugrenu, la manière dont ça me vient. Tom ? Vous pouvez citer certains de vos vers d'une chanson que vous aimez ? Et que tu as écrite, bien sûr. Bah, je les aime tous, évidemment, mais... non, et qui te représenteraient bien certains, mais... Voilà, la colle. Enfin, pas la colle, mais c'est lequel choisir Alors, pendant que Thomas réfléchit, on va quand même préciser qu'il y a eu 3 opus de sortie. Eh bah tiens, bah voilà, 3 opus. Et bah au hasard, je vais citer le premier. C'est une des plus vieilles. Pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'importe la saison, pourvu que la vieillesse nous laisse le flacon. Et bah ça, c'est extrait du premier opus de ce titre qui s'appelait Pourvu qu'on ait l'ivresse, sur une musique, je le tiens à le souligner, je le salue, de Manu Costa, qu'on a sorti en 2006 ou 2007, je sais plus, l'un ou l'autre. Et sur cette chanson, je la chantais en duo avec une dame qui s'appelle Hélène Furcage, qui est une très belle vieille dame, qui a plus de 90 ans maintenant aujourd'hui, qui continue à chanter en public à plus de 90 ans, qui est une chanteuse havraise, qui est une magnifique personne. Et après, j'ai sorti un album studio qui s'appelle Propre sur soi en 2009, et qui va bientôt être réédité et qui va ressortir sur toutes les plateformes au mois de mai. Et après, un mini CD live, ce qu'on appelle un EP live, qui s'appelle Impression sur scène, en 2014, issu d'un concert qu'on a enregistré à La Forge, à Harfleur, en 2013. Est-ce qu'il y a des lieux aujourd'hui dans lesquels tu aimerais bien jouer qui te font rêver ? Oui, l'Olympia. Atteignable. Bah, je t'en prie, atteignable. Je vois pas pourquoi ça serait pas atteignable. Si, moi, tant que je suis pas mort, je considère que je peux toujours un jour jouer à l'Olympia. Ne serait-ce que à l'usure, par vieillesse. Si je tiens jusqu'à 90 ans en chantant, peut-être qu'ils me le fileront pour. Non, bah, dans le coin. Je suis pas je suis pas très fétichiste des lieux, de dire ça serait bien de jouer dans tel lieu ou dans tel lieu.
Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, une belle salle, peu importe laquelle. Peu importe laquelle. Si je dois dire en Normandie, pour quelle salle j'ai une affection très particulière, c'est pour Julio Bona à Lillebonne. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une des rares salles, on va dire, de l'agglomération du Havre, parce qu'il y en a aussi à Rouen. Il y a le Trianon transatlantique, j'en citerai 2, le Trianon transatlantique à Rouen et Julio Bona, qui s'attache à une programmation de chansons françaises. Ce qui donc me touche particulièrement parce que c'est mon dada. Et puis la seconde raison hyper personnelle, c'est que la plus grande rencontre artistique de ma vie, c'est d'avoir rencontré le chanteur Alain Leprest, l'immense auteur de chansons Alain Leprest, à Paris, et de l'avoir côtoyé pendant plusieurs mois, de l'avoir rencontré plusieurs fois, et d'avoir joué en première partie d'Alain Leprest à Julio Bona à Lillebonne. Et c'est le plus beau concert de ma vie jusqu'à ce jour. Donc voilà, j'ai un rapport particulier à Julio Bona. C'est quoi l'ADN de Un costard pour deux ? Qu'est-ce qui fait que dès qu'on entend une de vos chansons, on se dit ça, c'est un costard pour deux ? Je sais pas. Non, c'est marrant, je saurais pas dire. Bon, que c'est bien, quoi. Non. Non, je sais pas. Et en plus, on a fait des choses très 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 différentes en termes d'arrangements musicaux de morceaux. Donc je crois pas qu'il y aurait un morceau, on pourrait dire en comparant un autre, ça c'est un costard pour deux, parce que on en écoute un autre sur l'album Propre sur soi, par exemple, vous passez d'une chanson à une autre, c'est très différent. Dans les arrangements, et justement, c'est une des choses que j'ai envie de changer avec Clair Obscur, c'est que j'ai justement envie, et l'intitulé Clair Obscur n'y est pas pour rien, c'est que j'ai justement envie de trouver un fil rouge et plus un ADN musical. Voilà. Pourquoi justement avoir choisi d'appeler ta nouvelle entité, ton nouveau groupe Clair Obscur ? Parce que je suis encore plus dépressif qu'il y a 20 ans. Enfin, non, c'était une joke ce que je viens de dire, mais c'est pas complètement dénué de... Parce que je trouve que l'époque veut un peu ça. Parce que je trouve que nous sommes beaucoup entourés de clair-obscur. Parce que ce que j'écris de plus en plus au niveau des émotions et du monde qui nous entoure souligne le clair-obscur de notre époque. Alors, faut pas le voir comme quelque chose de négatif, hein, c'est pas la question. Il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup d'obscurité. Quand même, hein, si on regarde les choses, on avance vers des choses qui sont pas très joyeuses. Mais dans le clair-obscur, voilà, il y a l'obscur, mais il y a la touche, la palette de clair, la palette de blanc dans un coin du tableau qui pointe et qui est aussi une espérance. Dis-moi, tu avais parlé tout à l'heure d'Alain Leprest, d'Alain Souchon. Qu'est-ce qui t'apporte tous ces gens-là ? Puis j'imagine que tu as évoqué Anne Sylvestre aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'apporte ? Comment tu t'en nourris de ces gens-là ? Je m'en nourris que vraiment... alors, Alain Leprest, c'est une histoire très particulière. C'est différent parce que c'est une histoire personnelle aussi. Alain Souchon, Anne Sylvestre, c'est des chanteurs auxquels j'ai été... biberonné. Il faudrait quand même rajouter absolument Brel, hein, parce que c'est des chanteurs auxquels j'ai été biberonné enfant, parce que c'est ce qu'écoutaient mes parents, donc je l'entendais dans le salon, voilà. Surtout Brel, le premier choc, ça a été Brel par l'écriture, par la force de l'interprétation. Et puis plus tard, à partir de l'adolescence, surtout Souchon, ce que je trouve absolument unique et admirable chez Souchon, et qui est un guide, c'est que Souchon écrit des chansons très engagées qui disent des choses sur notre monde et sur notre société qui sont très fortes, mais avec une délicatesse, avec une poésie, avec une délicatesse qui ont l'air de ne pas y toucher. Et c'est ça que je trouve formidable. Vous prenez voilà, un des tubes immenses de Souchon, Foule Sentimentale, qui n'est pas celle que je préfère, mais qui est une chanson formidable. Voilà, tout le monde a chanté Foule Sentimentale, c'était un énorme tube d'été.
sans forcément y voir que pourtant derrière, il y a une satire et une critique de la société qui est absolument glaçante, grinçante et voilà, extrêmement forte, quoi. Extrêmement forte. Avec pour le titre, un clip très, très tourné en clair-obscur avec du noir et blanc. Souvent. Absolument, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Bien vu, j'avais oublié. Et alors, Alain Leprest, c'est un magicien de la construction des mots, des phrases et des vers. C'est plus un poète qu'un chanteur, presque. C'est aussi un artisan de la chanson. C'est vraiment de la chanson réaliste. Ce qui me marque, c'est aussi la force du personnage dans ce type, parce que c'est quelqu'un qui a fait plein de sauts métiers, qui a fait plein de petits boulots, qui a été ouvrier à la chaîne, etc., qui est devenu chanteur sur le tard. Et puis forcément, ce qui est marquant et ce qui est dommage, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas été reconnu par le grand public, qui n'a pas eu une notoriété immense, qui aurait dû, et dont pourtant tous les chanteurs de chansons françaises connaissent Alain Leprest et savent que c'était l'un des plus immenses écrivains de la chanson française de l'ère contemporaine. Juste Claude Nougaro, que lui par contre tout le monde connaît, disait que c'était la plus belle étoile au firmament de la chanson française. Donc c'est le paradoxe de ce type dont tous les chanteurs, chanteuses de chansons, auteurs, autrices, savent que c'est un des immenses auteurs, et pourtant malheureusement le grand public ne l'a pas connu. Merci Thomas. Merci beaucoup à vous. On rappelle qu'on te retrouve la dernière d'un costard pour deux le 23 mars au Tadam Théâtre au Havre. Et il reste quelques places. Et il reste 8 places, donc dépêchez-vous. Voilà. D'accord, vous pouvez évidemment retrouver la page Un costard pour deux sur Facebook pour avoir les liens de connexion pour aller prendre votre place. Merci beaucoup, je te repasse la parole Enzo. Merci à toi. Et pour conclure ce 14e journal des jeunes, place à la carte blanche de Tom. Nous l'avons donc appris ce matin, la mort d'Akira Toriyama. Rebonjour Tom. Le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, est décédé à 68 ans au Japon. Tous les fans de Dragon Ball sont donc en deuil. Né à Nagoya en 1955, Akira Toriyama était avant tout connu pour son manga créé en 1984 et comptant la vie puis les aventures du prodige des arts martiaux Son Goku depuis son enfance. Il était librement inspiré du roman chinois du XVIe siècle écrit par Wang Chenggen, La pérégrination vers l'ouest. Malheureusement, Akira Toriyama était sur le projet d'un nouveau manga qui devait normalement sortir à l'automne 2024. La question se pose, est-ce qu'il sera toujours aussi populaire dans le monde entier ? Une petite question pour Thomas, Son Goku, ça te dit quelque chose ? Oui, ça me dit absolument quelque chose de mon enfance. Après, je suis pas du tout spécialiste, mais évidemment, j'ai vu Dragon Ball Z comme toute personne de quel âge, comme toute jeune personne. Et supporter le générique d'Ariane aussi. Oui, aussi. Merci Tom, merci Benoît, merci Thomas, merci à tous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le Journal des Jeunes, édition 14. Le Journal des Jeunes revient la semaine prochaine et le samedi.